Quand on veut faire un film d'horreur ou de science-fiction, puis qu'on n'a pas d'argent, on a deux options pour vraiment mousser la formule, pour rehausser la sauce. Puis ces deux ingrédients-là, c'est la violence extrême et les filles tout nues. La violence et l'érotisme. Puis, je sais pas c'était quoi le budget de notre film d'aujourd'hui, pourquoi c'est bon, mais il ne va pas être très élevé parce que ça regorge, ça déborde de tous côtés de gore extrême et de grosse exploitation d'érotisme, la nudité frontale, la grosse affaire. Ce film-là, c'est Mutant de 1982, aussi connu sous le nom de Forbidden World ou aussi Subject 20, Sujet 20, qui est le sobriquet, le nom de notre monstre. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est un rip-off de Alien et ça raconte l'histoire d'une sorte de James Bond de l'espace qui se fait envoyer en mission secrète sur une planète lointaine, une planète désertique, sur laquelle il y a un laboratoire, et dans le laboratoire, il y a une série de meurtres horribles. Et ces meurtres, on découvre qu'ils sont provoqués par une créature mutante. L'objectif de cette mutation-là, qui a été créée, comme on s'en doute, par nos savants dans le laboratoire, c'est de résoudre la faim dans le monde, même la faim dans l'univers, en vérité. C'est une protéine c'est une protéine qui grossit. N'est-ce pas? Le seul problème, c'est que la protéine qui grossit, c'est plutôt elle qui a tendance à manger le monde. Il est là le problème. Puis on découvre en vérité un terrible secret par rapport à l'origine de cette protéine, de ce sujet 20, de ce monstre. Et quel est le terrible secret de cette créature? Qu'est-ce qui va être nécessaire? Quel moyen redoutable et terrifiant notre héros va-t-il devoir trouver pour vaincre ce monstre sans merci? Et est-ce qu'il va réussir à coucher avec toutes les filles du laboratoire avant la fin du film? Eh bien, pour les filles, oui. Je vous le dis tout de suite, je vous vends le punch, mais pour le reste, la seule manière de le savoir vraiment, c'est de regarder le film. Quoique, je vais vous dire un petit peu quand même les grandes lignes de comment ça s'enligne. Voilà, donc, est-ce que j'ai aimé ça? Plutôt, oui, même si justement, pourquoi c'est bon? Commençons par ça. 3 raisons, comme toujours. La première, c'est que, c'est une copie de Alien, j'en ai regardé pas mal ces temps-ci, ça fait que j'en parle beaucoup sur la chaîne de ce temps-là. Ce dont je me rends compte, c'est que ils sont un peu tous pareils, mais en même temps, ils sont tous très différents. Puis celui-ci, sa particularité, c'est un mélange de... Alors, c'est un mélange de la Guerre des Étoiles. Toute la séquence du début, c'est clairement un 5 minutes par rapport dans le film, qui est une bataille de vaisseaux de style Guerre des Étoiles. C'est mis là au début. Je pense que c'est la démo que le réalisateur a faite je pense que c'est Corman qui a produit le film. Donc, le réalisateur a fait une démo pour prouver à M. Corman qu'il était capable de réaliser un film. Il a fait cette séquence de Guerre des Étoiles, qui n'a pas rapport dans le film, mais qui est plutôt cool. Fait que c'est Guerre des Étoiles, mais c'est aussi 2000 ans au-dessus de l'espace, parce qu'il y a des grands bouts avec de la musique classique. Là, je me demande s'il n'y a pas carrément le Danube bleu dedans, là, mais l'utilisation de la musique classique en particulier, on est carrément dans le 2000 ans au-dessus de l'espace. Il y a évidemment des tonnes de trucs de style Alien. Puis en particulier, j'ai finalement saisi que on sait qu'on est en présence d'une copie de Alien par opposition au film de monstre normal, n'est-ce pas? Parce que, ça prend un monstre grotesque, de style idéalement style Guillaume un peu, ça prend un monstre, ça prend du gore extrême, ça prend des cols bleus dans l'espace, mais ça prend une scène où est-ce qu'il mange. Genre comme il mange du spaghetti ou quelque chose comme ça. Tu sais, dans Alien, il y a ça, c'est la scène où est-ce que John Hurt explose, là. Puis c'est le moment vraiment dans Alien où est-ce que ça ancre le film dans la réalité. Puis ce détail-là, je pense qu'il est resté dans l'imaginaire de bien des gens, puis certainement il a influencé bien les réalisateurs, parce que là-dedans, encore une fois, puis on avait la même chose dans Créature, on voit nos héros qui mangent. Mais là, il n'y a personne qui explose, ils font juste se placoter puis manger. Voilà, copie de Alien. Mais non seulement il y a un mélange de toutes ces affaires-là, puis aussi une scène qui fait penser 20 ans ou 30 ans en avance à Prometheus, là, une scène où est-ce que notre héros, le James Bond du futur, est en hibernation, puis le robot s'occupe de lui. Ça m'a fait penser à Prometheus, un des bons bouts de Prometheus. Mais un truc qui est particulier dans le film, c'est que, le réalisateur, c'est un monteur,
Mais, c'est pas un grand réalisateur, mais clairement, il s'est complètement laissé aller au niveau du montage. Il y a plein de séquences de montage expérimental hyper rapides, genre subliminal, un peu comme le générique de Mission Impossible, la vieille série des années 60 ou le premier film. Je sais pas si les films plus récents font la même chose. Mais beaucoup d'images saccadées, hyper rapides, avec, toutes sortes d'effets, là. Ça donne un mélange plutôt déconcertant, mais dont l'audace fonctionne. Voilà. Si on est indulgent et généreux, non, faut le dire, là, ça a un côté cool, ça a un côté par rapport, mais c'est cool. Puis en vérité, si vous voulez un résumé pour vos copains, avec vos amis, le baron et l'ambassadeur, vous leur direz que c'est ça, un mutant, c'est plutôt... c'est bon parce que c'est l'affaire que je viens de dire. Là. Ça n'a pas rapport, mais c'est tellement disjoncté que c'est bon pour ça. C'est un peu le secret là, de Alien, de Forbidden World, de Mutant. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, je viens de l'évoquer. Le film est sidérant par son côté grotesque. Okay. Puis d'habitude, moi, je cherche vraiment les qualités au premier degré. Mais ici, le grotesque est tellement... Le côté par rapport que je mentionnais est tellement extrême, puis il est tellement là plus ou moins tout le long, tellement disjoncté. Le côté disjoncté est tellement présent que ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai écouté le film. Il y a encore des séquences qui me restent. C'est toutes des séquences grotesques, mais j'y pense encore. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Alors, en partant, c'est le genre de film où il y a le monstre qui est effrayant. C'est une série de tentacules, un amibe géant avec des tentacules Lovecraftiennes, puis la gueule avec des dents. Je veux dire, bon. Puis c'est le genre de film où est-ce que le gars qui fait du ménage approche de la cage, puis il dit « Tiens, je vais ouvrir la cage du monstre. » Puis « je vais mettre ma tête dans la cage du monstre juste pour voir de plus près ce monstre horrifiant qui va me donner des cauchemars pour le restant de mes jours. » Il fait ça, puis je vous laisse deviner s'il se fait manger ou pas, puis ici, peut-être même que c'est pas cette occasion-là que le monstre utilise pour se sauver. Mais ça se pourrait, ça se pourrait. Deuxième séquence qui est encore plus absurde et grotesque, puis en fait qui est un monument d'audace quand on y pense, dans son côté par rapport, mais il fallait oser le faire. J'ai mentionné que le film déborde de séquences de nudité complètement gratuites. Après une de ces séquences-là, où est-ce qu'on voit nos 2 filles... Il y a 2 filles, vraiment, dans le laboratoire, là. Puis éventuellement, il y a une passe où est-ce qu'ils sont tous nus ensemble, là. Je ne me rappelle pas narrativement exactement qu'est-ce qui se passe, mais un coup qu'ils ont fini de séjourner dans leur sauna de l'espace, ils mettent des robes de chambre, puis après ça, ils se disent que ce sera un bon moment pour aller interviewer le monstre. Parce que rendu là, le monstre, il est dans un coin de la base, derrière une sorte de mur. En tout cas, ils ont réussi à établir où c'est qu'il était, puis il est essentiellement dans la salle des ordinateurs. Puis là, une des 2 filles, qui est jouée par, j'oublie son nom, je l'écrirai à l'écran, mais la fille qui jouait Janine dans Spinal Tap. Okay? Elle jouait dans V aussi, la série télé, mais moi, je la connais surtout pour Spinal Tap. C'est ça. La blonde du chanteur dans Spinal Tap, c'est elle. Elle décide qu'elle va aller, au nom de la science, parler directement avec le monstre et elle réussit, avec son ordinateur, n'est-ce pas, à établir le contact, là. Elle tape là, des mots, puis là, comme tous les ordinateurs des années 80, l'ordinateur se met à parler, puis là, c'est le monstre qui parle en vérité, là. Est-ce que tu nous comprends? Oui, je te comprends. Est-ce que tu es intelligent? Oui, je suis très intelligent. Puis OK. Est-ce que tu es prêt à vivre en paix avec nous? Non. Je préfère vous manger! Puis là, il mange la fille, puis l'autre fille avec. L'autre fille, je sais pas si elle survit, je me rappelle pas, mais elle mange Chadwick, là, quelque chose de Chadwick. Elle mange la fille de Spinal Tap. Alors, encore une fois, la scène, c'est la fille, les 2 filles en robe de chambre sexy qu'on vient de voir tenues vont dans la salle avec les ordinateurs pour interviewer le monstre Cthulhu-esque grotesque qui vient de bouffer à peu près 18 personnes. Ils établissent un dialogue et le monstre dit « Non, voyez-vous dans la vie, moi je mange les gens, c'est ça que je fais. » Ce qu'il fait.
Ben, on dira ce qu'on voudra, mais j'y ai pensé plein de fois, cette scène-là. C'est d'une bêtise déconcertante, mais en même temps, je sais pas, il y a une forme d'élégance là-dedans, je le sais pas. Il fallait le faire, puis lui, il l'a fait dans son film. Ça, c'est vraiment le moment fort du film, mais il y a d'autres séquences comme, là, je vais peut-être vous dire un peu la fin, là, grosso modo, mais disons que c'est ça, le monstre se nourrit de protéines, et sa protéine préférée, c'est la chair humaine. Et donc, puis c'est ça, il y a quelque chose, la science, quelque chose, protéines, génétique, croissance. Puis là, nos héros décident que, est-ce que quelqu'un a un cancer ici? Parce qu'on pourrait lui nourrir le monstre avec la tumeur, puis peut-être que ça aurait des chances de lui faire du mal. Fait que, ben, il trouve, ça tombe bien, ça donne que quelqu'un dans l'équipe est malade au dernier degré, puis il a le cancer. Ça fait que, et toute la séquence finale implique une autopsie ou une opération hyper grotesque avec... ouais, ça fait que... c'est ça, c'est le genre de film où est-ce qu'ils se disent qu'ils vont ouvrir un gars, puis sortir son cancer, puis le crisser, comme on dit, dans la gueule du monstre. Voilà, je trouve que c'est un plan astucieux. Il y a d'autres séquences comme ça. C'est pas vraiment une scène, mais un des membres de l'équipage est noir, n'est-ce pas? Et puis, on le voit jouer du saxophone du futur, qui sonne énormément comme un Casio des années 80. Ben, il y a ça. Il y a beaucoup de petits détails comme ça qui sont aussi attachants que de mauvais goût. Puis mélangé avec le truc de montage que je disais, puis le truc de musique classique, puis à la fin, il y a une toune électro, style électro Dépêche Mode un peu années 80, là, ce genre-là. Ben ça donne un mélange plutôt sympathique, puis le gore est certainement extrême aussi, ça fait que, bon... Puis dernière affaire que je mentionne, là, je vais être très rapide là-dessus, mais visuellement, les décors en particulier, les décors puis les costumes marchent plutôt très bien. Il y a un des costumes qui est le genre de... c'est pas tout à fait un scaphandre, mais c'est le truc qu'ils portent quand ils sortent dehors. Ça m'a fait penser à un des costumes dans Hardware de Richard Stanley. Ben, ce costume-là est plutôt réussi. Puis les décors sont très cool. Je crois, comme je l'ai mentionné, en introduction, que ça a été pris dans un autre film de Corman, dans Galaxy of Terror, que j'ai aussi écouté il n'y a pas longtemps avec Robert Englund, puis Sid Haig, puis n'importe quel monde. Galaxy of Terror, j'en parlerai peut-être un autre tantôt, un autre vidéo, mais c'est un meilleur film. C'est un peu le même niveau, mais j'ai trouvé que c'était plus intéressant au niveau cinématographique. Mais Mutant est plus amusant, quand même, en même temps, à cause de son côté disjoncté et tout ça. Fait que c'est ça, un mélange hétéroclite, mais sympathique, d'un paquet de trucs copiés-collés à gauche et à droite, des postes méga grotesques qu'on a rarement vus ailleurs. Ben, un décor, costume plutôt sympathique. Fait que moi, c'est bon, c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Fait que ma petite réflexion, ben... J'ai oublié de le mentionner en introduction, mais j'ai trouvé, en fait, en y réfléchissant, qu'il y avait quelque chose d'hyper intéressant dans ce film-là. Puis je vais essayer d'y aller rapidement, mais ce que c'est, à mon avis, c'est un film qui nous éclaire inconsciemment sur beaucoup des discussions qu'on a aujourd'hui, d'après moi, autour des questions de genre, n'est-ce pas? Puis aussi autour des questions de patriarcat. Oh, c'est ça. Puis, tu sais, puis que vous soyez d'un bord ou de l'autre de cette conversation-là, je pense que le film, c'est ça, le film, moi, en tout cas, m'a beaucoup alimenté ma réflexion là-dessus, puis je vais vous dire pourquoi. Ben, comme j'ai mentionné, c'est un film d'érotisme dans l'espace. Bon, des films d'érotisme dans l'espace, de science-fiction semi-porno, il y en a beaucoup. Il y en a qui tombent dans la comédie, comme mettons Flash Gordon, des trucs comme ça, Dr. Breedlove de, je pense, Rossmeyer. Il y en a qui penchent beaucoup plus dans la porno, comme genre mettons 2069 Sex Odyssey, que j'ai pas vu. Il y en a beaucoup que j'ai pas vu dans là-dedans, mais il y en a plusieurs. Là, okay? C'est carrément de la porno, mais dans l'espace, The Beast in Space, des trucs comme ça. Puis t'as toute la table, puis celui-là en fait partie, où est-ce qu'ils sont plus du bord horreur science-fiction. C'est pas un film porno ou un film soft, c'est un film de science-fiction, mais à l'extrême limite, là, si on veut, là, de tomber dans... C'est carrément un film érotique. Là.
OK? C'est avant, mais c'est très, très, très proche. Bon. Un petit peu comme Life Force, mais celui-ci va encore plus loin que Life Force au niveau de pousser l'érotisme. Là. Mais quand tu regardes ce film-là, OK, ouais, il y a des filles tenues tout le long et tout ça, mais ce qui est sidérant, c'est l'absurdité totale de l'érotisme qui est mis en scène. Et ce que je veux dire par là, c'est que notre héros, le James Bond de l'espace, ben, je dis James Bond, mais il n'a pas l'air de Sean Connery ou de Daniel Craig. Là. Il dégage pas l'érotisme mâle. Il dégage le plombier, essentiellement. C'est quoi des films porno avec un plombier? Sûrement, il y en a des tonnes, mais il n'a pas l'air d'un gars que toutes les filles vont y tomber dessus pour aucune raison. Or, c'est précisément ça qui se produit. D'abord, il y a la fille de Spinal Tap qui fait des beaux yeux, qui roucoule après, qui est tout le temps après, puis qui va genre qui va se faufiler tout nu dans sa chambre pour avoir le privilège de coucher avec toute la nuit, n'est-ce pas? Puis après ça, il y a l'autre fille qui est jouée par Dawn Dunlap, je pense qu'elle s'appelle, qui est une actrice qui s'est fait connaître à l'origine justement dans des films d'érotisme, là, le genre de film érotique qui jouait dans les cinémas grand public, là, mais c'est fin 70 début 80, là, la vague des films d'Emmanuel. Bon, mais elle a joué dans un film comme ça, puis une très belle femme évidemment, mais bon, éventuellement, elle aussi, elle est en train, elle est dans le sauna, il y a vraiment un sauna dans le film, dans le laboratoire sur la planète du désert, n'est-ce pas? Ben, c'est ça, elle est tout nue, puis ben, le James Bond de l'espace décide qu'il va aller dans le sauna, puis là, ils couchent ensemble, puis là, c'est ça, longue séquence érotique, puis après ça, le monstre attaque à peu près à ce moment-là, puis là, il sort, puis là, la fille de Spinal Tap est vraiment choquée parce qu'elle est hyper jalouse, puis là, ils sont tous... Fait que l'idée, OK? L'idée, c'est que notre James Bond de l'espace, qui a vraiment l'air d'un kidam, il a vraiment l'air de rien sauf séduisant, si on est bien honnête. Aussitôt qu'il rentre dans la base, toutes les filles, ils sautent dessus. Puis il met aucun effort, c'est juste les filles tenues, ils tombent du ciel, ils tombent dessus. Ben, quand j'y ai pensé, je me suis dit, le truc, c'est que c'est clairement là qu'on voit la différence entre l'érotisme mâle puis l'érotisme féminin. Puis mon propos ici, il est là. Parce que ça, OK, le gars qui rentre quelque part, puis qu'il y a une fille tenue qui se jette après, puis ils font juste baiser, là, ça, c'est un fantasme de gars. Okay. C'est le scénario du fantasme de gars par défaut. Okay. Dans les pornos, là, okay, une histoire de porno, là, c'est ça. Le livreur de pizza, le gars qui nettoie les vitres, là, qui surprend la fille, là, okay, toutes ces affaires-là. Bon, le sexe sans effort. Ça, c'est le truc. Puis, dans les discours sur est-ce que la porno, n'est-ce pas, est phallocrate ou ce genre d'affaires-là, là, est-ce que c'est nuisible, est-ce que c'est de la masculinité toxique, là, déjà, quand il y a ces discussions-là, ben, on met l'accent sur différentes affaires, puis je me rappelle d'avoir déjà vu, par exemple, dans les années 80, justement, quand on en parlait, pendant un bout de temps, le gros truc, c'était de dire, oui, parce que la position du missionnaire est tellement répandue dans les films porno que ça prouve que le gars est dominant, et donc il est en train de dominer la femme, et ça prouve le patriarcat. Ça, c'est un argument que moi, j'ai lu, personnellement, plusieurs fois dans des articles, genre dans McLean, dans le temps, là, OK? Mais, ben moi, je trouve ça un peu faible comme argument, n'est-ce pas? Mais je vais y revenir dans un instant parce que je pense qu'il y a un argument beaucoup plus convaincant qu'on peut faire par rapport à la notion de domination mâle puis féminine. Puis on le voit justement par la différence entre l'érotisme qui est présenté au cinéma. Entre l'érotisme mâle puis l'érotisme femelle. Puis l'érotisme femelle, c'est quoi? On dit beaucoup présentement qu'il n'y a pas de différence entre les gars et les filles. Mais moi, je pense qu'il y en a une puis qu'on la voit là. 50 Shades of Grey, méga succès, pas possible. Les filles ont acheté ça. Twilight, même affaire. Puis les romans harlequins, qui sont pas exactement porno, mais quand même, là, tu sais, il y a du cul là, dans les harlequins. Là, c'est fortement sous-entendu. Il y en a, ça dépend des séries, il y en a qui c'est plus que d'autres. Là, mais à toutes les fois, dans les harlequins, ou les Twilight, ou 50 Shades of Grey, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un homme puissant, potentiellement dangereux, dont la présence implique une menace, mais qui choisit une fille, qui voit sa personne réelle unique, là, qui la voit elle unique, puis qui la choisit elle. Puis d'une certaine manière, la fille profite du danger du gars. Okay? Il est dangereux, ça fait qu'il peut la protéger, mais sa présence à elle, d'une certaine manière, a adouci son côté dangereux. Fait que je suis pas une fille. Fait que les détails de tout ça, je les connais
pas, là, tu sais. Mais les grandes lignes, ça ressemble pas mal tout le temps à ça. Ben, dans les pornos, on voit pas beaucoup ça. Puis, ce que je trouve intéressant ici, entre les deux, c'est ça, c'est que, OK, l'érotisme masculin, le film nous présente de l'érotisme. Il se dit pas c'est de l'érotisme masculin. Il dit, on va mettre des passes de fesses, parce que les gens vont aimer ça. Et le type de passes de fesses qui met en scène dans son scénario, le réalisateur, dans son film, c'est des passes de fesses qui sont justifiées par des prétextes qui sont directement tirés d'un film porno, c'est-à-dire, le gars fait rien, puis la fille tenue, il saute dessus parce qu'il est tellement séduisant. Mais c'est pas de même que ça se passe dans la vraie vie, puis à mon avis, comme on peut le voir dans les films genre style 50 Shades of Grey, Twilight ou Les Harlequins même, c'est pas de même que ça se passe non plus dans l'imaginaire féminin. Puis ma conclusion sur cette amorce de réflexion-là, c'est que c'est en même temps là qu'on peut voir que oui, il y a clairement une forme de domination. Il y a un rapport inégal entre les gars et les filles. Puis on le perçoit pas parce que le gars est au-dessus de la fille dans le porno quand il couche avec, ou même parce qu'il y a des cum-shots, comme on dit, ou ces genres d'affaires comme ça. C'est pas ça l'indice. L'indice, c'est on trouve l'érotisme de style mutant peut-être niaiseux, mais normal, OK? Puis on trouve l'érotisme de Twilight ou 50 Shades of Grey ou les romans Harlequins comme méprisables. Comme on est au-dessus de ça. Les romans Harlequins, méga succès depuis des décennies, c'est considéré comme l'expression synonyme de littérature du plus bas étage qui existe, là. Okay. Un roman Harlequin, ça veut dire mauvaise littérature. Twilight, ça a été un énorme succès, mais ça a été aussi énormément méprisé collectivement. J'ai vu des gens dire qu'ils aimaient ça, genre des filles, okay, ou 50 Shades of Grey, qui aimaient ça, puis je devine là-dedans, plus ou moins explicitement, que c'est pour les raisons, comme je dis, d'érotisme à tendance sadomaso, plus ou moins explicite encore une fois. Mais, ouais, ils disent qu'ils aiment ça, mais moi je perçois, puis je pense que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'est assez facile à l'observer dans la vie de tous les jours. Twilight est peut-être un film d'horreur et de vampire, mais dans la culture populaire, c'est aussi un synonyme de film racoleur et de mauvais goût. Quétaine, OK? Un film qu'on doit être gêné d'aimer. Ben, dans Mutant, personne va dire que c'est vraiment bon, là, que c'est un chef-d'œuvre, mais il n'y a pas cette gêne-là. Okay? S'il y a une condescendance, il n'y a pas là-dessus. Puis, ce que je trouve intéressant, puis en fait, j'ai dit que c'était ma conclusion, mais ma vraie conclusion, ma piste de réflexion, ça serait quoi? À partir de là, c'est OK. S'il est vrai, comme c'est mon hypothèse, comme je le crois, que les films de style Twilight ou 50 Shades sont généralement considérés comme de la sous-culture, essentiellement, puis que des films, même comme Mutant, sont considérés comme de la sous-culture, mais quand même supérieurs à Twilight et 50 Shades. Okay. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une démarcation entre les deux. Puis s'il est vrai que c'est notamment parce que c'est lié en énorme partie, si c'est pas complètement directement lié, au type d'érotisme, de désir sexuel, okay, donc de rapport à la sexualité, qui diffère selon qu'on est un gars ou une fille. Un présente la sexualité, le type de fantasmement qui est considéré comme normal, okay, juste par défaut, okay, qui est même pas perçu comme normal, qui est juste perçu comme « ben oui, tout le monde sait ça ». Puis un qui est considéré comme inférieur, qui est celui de la moitié de la population, qui est juste considéré comme quétaine. Okay. Bon, ben, puis si c'est vrai que cette chose-là existe, moi j'ai l'impression que ce serait pas extrêmement difficile de le démontrer, en vérité, en cherchant dans plus d'exemples dans la culture. Ben si ça c'est vrai, puis qu'on peut voir qu'il y a donc un rapport de force sociétale, qu'un groupe est dominant par rapport à l'autre, parce qu'il y en a un dont la sexualité est considérée comme normale, l'autre dont elle est considérée comme méprisable. Okay, bon. Fait que s'il est vrai qu'il y a un groupe qui, entre guillemets, domine l'autre, ben qu'est-ce qu'on voit? Toute la sexualité qui est présentée dans les pornos puis dans des films comme Mutant, pourquoi est-ce qu'il y a le désir d'avoir du sexe facile? Parce que les gars trouvent ça dur d'en avoir. Parce qu'ils en ont pas. Parce qu'ils en manquent essentiellement. Puis toute l'industrie de la porno, si on y pense 2 secondes, est-ce que la pornographie, tu utilises ça quand tu peux pas te mettre? C'est l'expression d'un phénomène social où la sexualité est peut-être affichée ouvertement, comme sans précédent dans l'histoire de l'humanité,
mais où est-ce qu'elle est inaccessible pour beaucoup de gars. OK? Fait que l'idée ici, ça serait que, ouais, il y a un rapport, une sorte de rapport de domination sociale. OK? Il y a clairement une inégalité entre les gars et les filles dans la société occidentale puis orientale aussi. La plupart des sociétés, c'est très répandu. Bon. Je suis de l'avis, je suis d'accord avec les gens qui disent que cette inégalité-là existe puis qu'elle n'est pas correcte. Bon. Mais je trouve ça intéressant de dire, malgré ce rapport de domination-là, ça marche pas pour le groupe qui est supposé d'être dominant parce qu'il n'y a pas, honnêtement, probablement l'affaire qu'ils veulent le plus, c'est-à-dire du sexe facile puis de l'affection, OK? Puis c'est ça, c'est l'expression d'une extrême solitude, me semble-t-il, ultimement. L'expression de, ouais, tu sais, on domine, mais on n'a pas ce qu'on veut, puis personne n'est malheureux, puis ça marche pas, la domination. Pas ce type de domination-là. Pas tenter d'imposer la volonté ou juste bénéficier, être soi-disant membre du club select là, qui est au-dessus de la pyramide. Puis on remarquera que dans les mouvements masculinistes ou n'importe quoi, c'est énormément, ça carbure au ressentiment. Bon, à mon avis, c'est quoi les deux piliers de ce ressentiment-là? La misère sexuelle, c'est une de mes hypothèses. Puis deuxièmement, c'est qu'ils sentent pas qu'ils dominent. C'est ça, ils sont frustrés, puis ils sont frustrés parce que c'est justement, ils se rendent pas compte qu'ils font partie du groupe dominant, les mâles, dont moi. Fait quoi, on fait partie du groupe dominant, mais c'est une arnaque totale. Okay? Les filles sont inférieures, mais tout le monde est malheureux dans ce système-là. Fait que c'est ça les pistes de réflexion. Et encore une fois, là, ça mériterait d'être pas mal plus développé que ça, sûrement nuancé, approfondi, donner plus d'exemples, mais le gros truc ici, je pense vraiment c'est ça. On voit une prémisse de film porno, qui est la prémisse de film porno par défaut, qui est juste la prémisse érotique par défaut, qui est considérée comme normale. Puis tout qui est la version mâle, puis la version féminine, ben, elle est considérée comme méprisable. Puis voilà. Des conclusions intéressantes qu'on peut en tirer. Voilà. Recommandation, c'est la fameuse tumeur de notre savant là, qui m'y a fait penser. C'est assez lointain comme rapprochement, mais ça me donne l'occasion d'en parler. La recommandation, c'est Kingdom, la mini-série de Lars von Trier. Il y a 3 séries. J'ai vu les 2 premières. Donc, c'est les 2 premières que je recommande. La 3e, je ne l'ai pas vue. Je suis très curieux de la voir, mais c'est sorti plus récemment. Les 2 premières parties, ça date des milieux des années 90. Et qu'est-ce que ça raconte? Ben, on est au Danemark, je crois. Et il y a un hôpital où est-ce qu'il se passe 56 000 millions d'affaires complètement disjonctées. C'est genre Twin Peaks dans un hôpital réalisé par Lars von Trier. Grosso modo, c'est ça que c'est. Puis c'est excellent. Je n'aime pas ce que Lars von Trier fait en général. J'aime quasiment jamais ça, mais Kingdom, j'ai adoré ça. Puis il y a une séquence en particulier où est-ce qu'il y a toute une intrigue qui implique un des médecins. puis il veut battre un record. Il veut... Il est très ambitieux, puis il apprend qu'il y a un de ses patients qui a la plus grosse tumeur qu'il a vue dans l'histoire, qu'il a vue de sa vie, puis c'est genre la 2e plus grosse tumeur dans l'histoire. Fait qu'il décide qu'il veut récupérer la tumeur pour pouvoir, pour faire fortune avec, pour son ego, pour son orgueil, essentiellement. Puis parce qu'il ne peut pas la conserver dans le formol, parce qu'il refuse, il n'y a pas la permission là, des autorités médicales, je ne sais pas trop quoi, il décide de se la greffer en dedans de lui-même. C'est tellement... OK, c'est complètement grotesque et absurde, un peu comme dans le film d'aujourd'hui. Mais c'est traité avec un mélange d'horreur et de comédie qui marche hyper bien. Puis toute la série maintient cette ligne-là d'horreur puis de comédie, mais il y a aussi énormément de profondeur, de sensibilité puis de pathos. On voit, entre autres, il y a des employés trisomiques, là, qui je pense qu'ils travaillent dans la cuisine de mémoire. Mais c'est les seuls qui comprennent vraiment tout ce qui se passe dans l'hôpital. Ça fait qu'ils en parlent comme des trisomiques, là, ils ont des capacités intellectuelles limitées. Mais une grosse partie
de la charge émotive, moi je trouve, vient de leurs commentaires à eux autres là-dedans. Puis c'est une ligne, ça aussi c'est une ligne qui est pas facile à maintenir, puis le film la maintient dans ce bonne triste là-dessus. C'est ça, les trisomiques, puis leurs commentaires sur ce qui se passe, c'est très très fort. Puis il y a Udo Kier, qui joue un méchant, mais à un moment donné, éventuellement, on se trouve à avoir Udo Kier qui joue un bébé, qui a une croissance extrêmement rapide. Alors, le bébé naît, mais genre en dedans de 2 semaines ou 1 mois, il fait 6 pieds de haut, puis en dedans de 2 semaines plus tard, il fait 40 pieds de haut, là, okay? Puis Udo Kier joue ce personnage-là, mais il joue comme un bébé. Fait qu'il est dans ce genre de costume de géant grotesque-là, mais... Puis il parle, il peut parler, là. Son développement intellectuel est assez poussé pour qu'il puisse dire des mots, mais tout ce qu'il dit, c'est « Ah, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? » Puis il brise vraiment le cœur, là. C'est exceptionnel. C'est ça, j'ai vu ça il y a quelque chose comme 20-25 ans, là, The Kingdom, là. Puis cette séquence-là avec Udo Kier, j'y pense encore. C'est ça, c'est l'histoire de tumeur là, qui fait que je le recommande aujourd'hui, le rapprochement entre les deux. Mais Kingdom, ça vaut vraiment la peine à cause du truc avec Udo Kier, entre autres. Là. Puis il y a plein d'autres affaires qui sont super cool, des affaires de magie noire. C'est tristement bon, là. Puis c'est drôle, puis c'est intelligent. Fait que, ouais, Kingdom, là, il y a un remake avec Stephen King que je l'ai pas vu. Non, écoutez la version suédoise si vous l'avez pas vu, là, danoise, c'est très très bon. Fait que si vous avez le choix entre écouter Kingdom, la mini-série, ou écouter Mutant, moi j'écouterais plutôt Kingdom, là, c'est plus long mais c'est infiniment meilleur. Mais si vous êtes pogné dans votre laboratoire sur une planète désertique au fin fond du cosmos, puis tout ce que vous avez à regarder c'est Forbidden World, Mutant. Pourquoi c'est bon? C'est bon parce que c'est peut-être grotesque et racoleur, puis un copier-coller de ben des affaires, mais la réalisation est assez unique, puis ça a un mauvais goût, non seulement audacieux, mais franchement charmant.